Bonjour Cécile, en direct de, Boston. Bonjour Sébastien, C'est ça, hein? absolument. J'ai eu un doute avec New York, c'est bien Ouais, Boston? ouais, c'est Boston. Génial. Tu as revendu l'été dernier, ta boîte à Samsung. On est sur de l'IA au service des échographistes, de la médecine, prénatale et c'est GE, General Electric, qui est leader sur ton marché, donc c'est pas un petit truc. Tu as face à toi, un énorme mastodonte. Bon, j'imagine que vous êtes, plusieurs, hein, vous êtes pas que tous les 2. Tout est allé très vite pour toi, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse cet épisode, ensemble. Tu as eu la gentillesse, tu es assez, avare, enfin voilà, tu ne fais pas trop de podcasts et pas trop d'interviews, donc j'ai beaucoup de chance de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci de ta confiance. Et tu as bien raison d'ailleurs, hein, c'est mieux de se concentrer sur le business et quand tu as un peu de temps libre, sur tes proches. Donc je partage cette vision. Mais encore une fois, voilà, merci pour tes 45 de t'exprimer pendant 3 quarts d'heure aujourd'hui. C'est vrai que tout est allé très vite là en moins de 5 ans, entre la création, l'exit, il y a moins d'1 an. Tu avais levé, pas tant que ça en fait, hein, moins de 30 millions auprès de très beaux fonds, One Ragtime, Elaya, Et la BPI Aya, aussi qui était, OK. pas très loin. Et puis, bah, voilà, la dernière levée il y a 2 ans qui s'est suivie de ce rachat assez éclair, donc en 4 ans, moins de 4 ans, très rare dans l'écosystème, un très beau, une belle somme aussi, hein, à près de 100 millions. Donc c'est rare, c'est très rare. Qui plus est par une female founder, tu es co-associé, c'est ça? Vous êtes 2 avec ton cofondateur? Ouais, on est 5 en réalité. 50, Enfin, on a OK, on a été jusqu'à 5, OK, avec des late founders et deux fondateurs originaux. OK, donc équipe mixte. Ouais, À tous les points de vue. Bon, on va en on est ravis reparler. des plaisirs pour que tu me racontes ça. Déjà ton parcours, ce que tu faisais toi avant et c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés, avant, l'époque Sonio, raconte-moi, Ouais. parce que tu as eu plusieurs vies. Bah, avec plaisir. Merci encore une fois, hein, de me donner cette bulle aussi, hein. C'est aussi une occasion pour, nous entrepreneurs de prendre un peu de recul et de prendre du temps, qui est effectivement quelque chose de très précieux donc c'est aussi un plaisir. C'est un peu ma psychothérapie du matin. Donc Je t'enverrai pas de facture. c'est sympa. Mmh. Donc ouais, mon parcours, bah, moi, bon, je commence, à l'origine même avant BPI, je pense que je vais te parler de BPI 5 minutes, mais j'ai fait du conseil en strat moi, hein, en sortie d'école, c'est un peu, c'est une super école et je trouve aussi, pour les entrepreneurs. Moi, j'étais chez Bain pendant près de 5 ans et j'ai trouvé que, ça te donne un peu tous les outils pour, tu vois, penser stratégiquement, mais aussi être capable d'exécuter et avoir aussi une très, très grande, voilà, capacité de travail puisque on nous forme à bosser un peu, non-stop jusqu'à obtenir un résultat, presque parfait et je pense que et c'est aussi savoir s'imprégner très rapidement de problématiques, très diverses. Je pense que ça te forme un esprit qui est quand même assez propice à l'entrepreneuriat. Hem et puis donc moi je suis fille de médecin, et j'ai fait Sciences Po avant de faire une école de commerce donc l'idée je voulais vraiment contribuer moi. J'avais vraiment ce truc-là, j'avais besoin d'impact et donc quand j'ai quitté le conseil, ce que j'ai dit au chasseur de tête c'est, «J'ai besoin d'un truc à impact» et donc l'opportunité BPI France est arrivée à ce moment-là. Donc moi j'ai rejoint heu, le fonds, FSI juste avant la fusion de différents organismes pour former BPI France et j'ai eu la chance de participer à la création de BPI France vraiment, avec Nicolas Dufour qui est Paul-François Fournier qui a été mon boss pendant 7 ans et qui est le patron de l'innovation chez BPI, et qui m'a vraiment donné, une opportunité exceptionnelle de travailler avec lui sur OK, c'est quoi les startups en France? Quels sont leurs problèmes, de financement, mais aussi de croissance de manière plus globale et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer énormément d'entrepreneurs, énormément de VC, énormément aussi d'écosystèmes innovants, partout dans le monde. Tu vois, j'ai voyagé aussi en Chine, aux États-Unis, donc je me suis inspirée de énormément de choses et j'ai rencontré énormément de gens et je me rendais pas compte à quel point ça m'avait nourrie et puis, j'ai eu la chance de pouvoir créer une activité, from scratch, donc 1re activité pseudo-entrepreneuriale ou, intrapreneuriale chez BPI. J'ai créé, un truc qui s'appelle le Hub et dont la vocation, c'était d'accompagner des startups dans leur croissance commerciale. On a commencé par des startups, dans le digital B2B
Et l'idée, c'était vraiment de les matcher avec les relations qu'on avait avec les grands groupes du CAC 40. On disait: «De quoi ont besoin les boîtes en plus du financement? Bah, elles ont besoin de clients», assez logiquement, et donc matchons-les et permettons de rassurer un petit peu les grands groupes. Et voilà, donc je faisais ça, puis ça a dévié vers on a qu'à copier ce système pour la santé, parce que la santé est aussi un écosystème super, puissant, en France, et en même temps encore en puissance parce que voilà, il y a des sujets de passage à l'échelle. Et donc comment est-ce qu'on peut accompagner aussi ces boîtes-là? Et c'est là que j'ai découvert tout un tas de boîtes qui m'ont bluffée, par, voilà, ce qu'elles faisaient, simplement leur raison d'être, en fait, hein, leur mission. Je me rappelle, d'une boîte, dont le nom m'échappe là, c'est dingue. Une boîte en pédiatrie, qui faisait des ciseaux moléculaires pour, soigner les cancers, les leucémies, j'ai oublié son nom, c'est dingue. Bref, je me disais: «Mais c'est pas possible qu'on Je suis puisse désolé, je soigner peux pas comme ça t'aider, des». mais c'est magnifique, ouais. Ouais. Tu pas un expert de la Désolé, santé, désolé, je l'ai pas non plus, mais ouais. c'est un pédiatre, je crois qu'elle avait monté cette boîte-là, enfin extraordinaire. Tu avais plusieurs boîtes qui étaient assez exceptionnelles. Je me suis dit: «Voilà, tu peux vraiment avoir un impact sur la vie des gens, si Mmh. tu t'investis dans ce genre de projet». Après, voilà, c'est des biotech, c'est des sujets R&D super longs. Donc je me reconnaissais pas forcément là-dedans, mais là où je me suis vraiment reconnue, ou ce dans quoi je me suis vraiment reconnue, c'est, les boîtes qui faisaient du software et qui faisaient de l'IA. Je me disais: «C'est voilà, c'est vraiment, une technologie qui peut permettre de changer la manière dont est pratiquée la médecine». Et tu vois, c'est là où j'ai rencontré, Christian chez Glimmer et Yann, chez Cardiologues, et je me suis dit: «Ah ouais, quand même, il y a des choses qu'on peut faire en assez peu de temps pour vraiment avoir un impact significatif». Et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas moi, quoi?» Et voilà, après j'ai Christian est venu il y a quelques mois et Cardiologues, malheureusement, je les ai pas faits, mais j'ai invité leur VC Isaïe notamment, pour parler ouais, de cette belle, success story, donc il faudrait que je les fasse, intervenir comme toi. Donc cette période, la BPI, où tu es sur un poste d'observation, mais pas que, hein, c'est du très actif, c'est pas du passif, et donc ça va durer, si j'ai bien compris, de 2013 à 2020, quoi, à la ouais, création exactement. de ta première boîte, ton premier bébé qui arrivera donc en 2020, Sonio. Voilà, et donc j'ai l'intelligence de quitter, mon poste, de cadre chez BPI au moment du Covid pour monter ma boîte, que c'était assez rigolo. Ça, c'était un Là, tout le premier monde te step, dit: «Bon courage». voilà. Pour les plus Non, mais sympas, parce que les autres, tu es cinglé, ouais, ça, c'est un truc assez rigolo, enfin, tu sais, j'ai fait une petite, passe après BPI, chez Camet, qui est un startup studio, dans la santé aussi, enfin, qui font de l'assurance, mais aussi de la santé. OK. Hem et Ça a duré quoi, 6, 9 mois? Non, moins, ça a duré, moi, je crois que je suis restée 3, 4 mois. OK. Parce que bon, voilà, je me suis pas sentie à l'aise en tant qu'entrepreneur en résidence. Enfin, je peux pas forcément expliquer le pourquoi, mais clairement, j'étais pas bien, et je me suis même, tu vois, dit: «Je suis pas faite pour être CEO d'une start-up, quoi, c'est pas possible, c'est pas pour moi». Et donc je pense que, et plein de fois, même quand j'étais encore chez BPI, on me disait: «Non mais attends, medtech, tu es folle, il y a pas de modèle économique, va pas là-dedans, tu l'as jamais fait, tu as pas du tout d'expertise santé, comment tu peux, penser un truc pareil, quoi?» Et donc oui, je pense que j'ai pris un peu les sujets face nord, mais en fait, je pense qu'aussi, et tu vois, on peut revenir un petit peu sur, les raisons enfin, pourquoi est-ce que Sonio, je pense, a réussi, ou qu'est-ce qui a fait qu'on a pu réussir. Je pense qu'il y a un truc qui a trait à l'équipe, tu vois? Au fait que, voilà, justement, bah, oui, non, je suis très consciente que je n'ai pas, toutes les qualités nécessaires pour, monter une boîte, tu vois, avec cet impact et ce niveau-là. Mais savoir s'entourer, c'est aussi, quelque chose, je pense, qu'un bon CEO doit savoir faire. Et je pense que moi, ça, c'est une de mes forces. Et le deuxième sujet, c'est l'orgueil. C'est un défaut, mais je pense que quand on me pique et quand on me dit, voilà, non, tu y arriveras pas, bah, ça me donne encore plus envie d'y arriver. Donc faut savoir aussi trouver un petit peu ses ressorts. Mais voilà, en Ouais, tout je cas, parle c'est ça souvent qui m'a d'ego, mais orgueil, c'est mieux, tu as raison, ouais. On est piqué, on est touché en plein cœur, là, au vif, et du coup, ça nous donne ouais, cette force de dire: «Bah, tiens, je vais leur prouver que je suis capable, quoi». yes. Et en fait, de fait, beaucoup de gens sont capables. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. J'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, je pense que c'est pas fait pour tout le monde et il faut pas le souhaiter à tout le monde. Mais en revanche, si on a envie de le faire, évidemment qu'il faut se jeter et qu'il faut tenter. Puis au pire, on se plante, quoi. Donc, tu vas trouver un associé, tu disais en intro, et assez rapidement aussi trois light founders, j'ai bien compris? Ouais.
Oui, absolument. En fait, le projet, en fait, R&D qui est à l'origine de Sonio existe déjà. Donc quand je me suis rendu compte que je devais repartir un peu à la chasse d'un nouveau projet, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de café, rencontré beaucoup de gens et je suis tombée sur, ce projet naissant qui était entre Polytechnique et Necker et ils étaient, en fait à la recherche d'un CEO pour monter l'entreprise. Ils avaient déjà développé un 1er algorithme. Donc ce qui était bien, c'est que, moi j'avais des experts, en data science et j'avais des experts dans le domaine donc de la médecine fœtale et pas n'importe lesquels puisque, tu vois, c'était, professeur Yves Ville, docteur Julien Stirnemann qui sont des gens qui sont, vraiment à la tête du département de gynécologie obstétrique de Necker, donc c'est du très, très haut niveau, et donc quelque part, on avait déjà un petit peu les assets, tu vois, qui fonctionnent bien. Rémi, donc Rémi Besson, qui est mon associé d'origine, venait de finir sa thèse, donc il allait y passer en postdoc, donc à Polytechnique. Et voilà, on avait ce début d'algo. Après, c'était très, très loin d'être, un produit ou même une entreprise et donc moi, mon rôle, ça a été vraiment de me dire: «OK, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Et qu'est-ce qu'il faut construire?» Et en fait, on a construit quelque chose qui s'est quand même éloigné très, très largement de ces premiers algorithmes, qui étaient des algorithmes, d'aide au raisonnement médical, si tu veux. C'était plutôt une sorte d'art de décision complexe, probabilisé, qui te permettait de dire: «OK, si je vois telle malformation à l'échographie, quels sont les autres que je dois, voir pour pouvoir poser un diagnostic de maladie rare?» Donc, on était vraiment sur une super micro niche et ça, on n'a jamais réussi vraiment à le positionner sur le marché. Mais par contre, du coup, bah, on avait le début d'un actif qui nous permettait de construire quelque chose de plus complet et c'est ce qu'on a construit. On a construit tout un logiciel métier, donc le logiciel de compte rendu de ces médecins échographistes, heu, dans lequel on a injecté de l'IA et c'est pas seulement cette IA probabiliste, mais cette IA de reconnaissance des images qui nous permet de, vérifier que l'examen est complet et qualitatif et qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc c'est vrai qu'on a vraiment, pris voilà, une option beaucoup plus globale que Beaucoup plus ce large. par quoi on Ouais. avait commencé et ça, c'est grâce à, comme tu disais, d'autres personnes qu'on a fait, venir dans l'équipe. Et moi, ça, c'est voilà, c'est un peu mon background BPI. Je savais qu'il me fallait un expert de la tech, un expert du produit et un expert de l'industrie, parce que, sans ça, on n'arriverait pas à rentrer, on n'arriverait pas à bâtir quelque chose de correct, de cohérent et de scalable. Et donc voilà, donc ça encore une fois grâce à l'écosystème de fond, c'est Serena qui m'a fait rencontrer je crois, Deepak Prakash qui est CTO, qui avait monté plusieurs boîtes, qui avait vraiment toute la connaissance, si tu veux des architectures, et de la tech qu'il fallait qu'on bâtisse, pour faire du temps réel dans des environnements comme ça, tu vas te connecter à la machine. Faut vraiment avoir une très, très bonne connaissance technique pour, anticiper un peu tous les bons choix techniques. Et c'est ce que Deepak a réussi à faire et à vraiment, tu as recruté les premiers ingénieurs et à faire ça. Et puis, David Amouyal, il nous a rejoint en tant que CPO, au même moment que Deepak. Pareil, lui, il avait été CPO chez Legal Start, il avait fait ses classes chez Criteo. Donc c'était vraiment, voilà, quelqu'un pareil de l'industrie tech et les 2, ils avaient des parents médecins et ils avaient très envie de bosser dans la médecine, mais ils avaient jamais fait. Et ça, c'est assez intéressant aussi parce que ça a permis encore une fois de prendre, je trouve, un peu le meilleur de la tech et de le matcher avec le meilleur de la médecine, le meilleur de la data science. Et la 5e personne qui a été clé, c'est, Dagmar Nubert. Elle, en fait, c'est une Allemande, qui est encore une génération, après moi et elle avait monté avec son mari le premier logiciel de compte rendu échographique il y a 25 ans et elle l'avait revendu à GE. Donc elle avait une connaissance, des médecins, des marchés, des constructeurs, qui était unique, tu vois, sur le marché et dont on avait besoin pour vraiment comprendre comment se positionner. Et moi, ça m'a beaucoup nourri aussi de pouvoir discuter avec Dagmar parce que c'était une question de, voilà, quels sont les choix produits qu'on fait? Est-ce que vraiment cette intuition de prendre toute la verticale, tu vois, software dans la santé de la femme, dans l'échographie de la femme, est-ce que c'était malin? C'était un bon play? Est-ce qu'il fallait rester sur une horizontale plutôt, tu vois, techno, où on faisait de l'IA pour l'écho, quelles que soient les aires thérapeutiques? Ou est-ce que finalement ce play vertical avait du sens? Voilà et c'est elle qui nourrissait un petit peu aussi cette réflexion, et je pense que voilà, ça a été un peu le rationnel du rachat par Samsung aussi, tu vois? De dire, «Oui, on veut
partenaire qui a une solution software à côté de notre hardware, et l'IA n'aurait pas suffi je pense, à les séduire, et ça nous aurait pas suffi non plus à mettre en marché, hein, parce qu'il y a un vrai sujet de consolidation des outils aujourd'hui, hein, pour les praticiens. Et donc, si tu arrives avec juste un add-on, ça peut être assez compliqué si t'es pas sur des plays at scale comme Glimmer, quoi. Donc, Donc en tout ces cas, associés qui te rejoignent, ouais, ils sont au moins 3 plus toute l'équipe évidemment que tu vas construire. Ils sont experts métiers, ils sont experts, secteur, ils sont passionnés au moins de loin, familièrement, j'ai envie de dire, ou familialement sur le plan perso par la santé, par l'impact et tout. Donc, il y a un alignement de planètes. J'avais même envie de dire, dernier étage de la fusée, ils ont déjà vu le film de la scale-up à succès, sauf qu'en fait, tu t'es pas laissé le temps, ou Samsung t'a pas laissé le temps de devenir une scale-up à succès puisque du coup, t'étais pas pré-revenu, mais pas très, très loin. Enfin, on parle de quoi là? On ouais. parle de quelques millions peut-être? Ouais, ouais, exactement. Non, non, c'est vrai c'est allé vite, trop vite. C'est une Pourquoi trop? question Pourquoi que trop? c'est une Certains question qu'on se posera toujours. certains? Ouais, OK. Ben, écoute, c'est vrai que le début a été assez galère quand même, hein, moi, dans mes souvenirs, les plus, durs, il y a eu les premières levées de fonds, tu vois? Où, enfin, on pourra en reparler, mais ça a pas été simple pour moi du tout, levée 1 et 2. Et à la fin, par contre, ma série A, je l'ai faite, sans le vouloir quasiment. Enfin, j'ai pas eu besoin de chercher puisque on a en gros fait levier sur, on a eu la subvention de l'EIC, et du coup Kiss Committee a mis de l'equity, et tu vois, CBIV est venu nous chercher, qui était le fonds qui a l'idée la série A. Donc en fait, ma série A s'est faite en claquant des doigts C'est quasiment. quoi l'IIC? C'est quoi comme autorisation? Tu sais, Comme, c'est la Commission européenne, en fait, qui a un fonds dédié et OK. qui finance, voilà, quelques gros projets. Et donc nous, on a c'est pareil, ça a été une nouvelle qu'on a eue à Noël, c'était peut-être, un des plus beaux cadeaux. On en venait d'avoir donc la réponse, on en avait réussi à obtenir 2,5 millions en subvention, et donc un commitment sur, jusqu'à, 7,5, 7,5 millions en série A. Donc OK. si tu veux, moi j'avais une demi-série A, de sécuriser, Énorme. Ouais. alors que encore une fois, là on était très largement pré-revenus, on n'avait même pas encore l'ombre d'un client aux États-Unis qui est notre marché cible. Donc c'était quand même énorme, et donc tu as eu, je pense qu'il y a eu un espèce d'enchaînement d'événements. Là, il y a eu, la subvention de l'EIC, ça devait être, je pense en décembre 2022. Juillet 2023, on close, la série A. Et 3 semaines plus tard, je suis dans un vol pour Séoul pour aller parler à Samsung, et donc voilà, 1 an après, On va en parler parce qu'effectivement on ça vend. ça a duré quasiment 1 an, ces négos et Ouais. cetera et tout le monde a dû donner, son avis là-dessus, c'est remonté assez haut. Mais, ouais, tu as dit quand même, ça a été assez dur au début, donc, bah, c'est beaucoup de travail, c'est de l'expérience aussi, hein, parce à vous tous, ça fait quand même, ouais, pas mal de dizaines d'années de track cumulé. Mais, qu'est-ce qui a été dur au début, là? Quand tu dis, ouais, levé 1 et levé 2, je pourrais t'en reparler et cetera, qu'est-ce que tu peux ressortir de ça? Ouais, bah, écoute, je pense qu'encore une fois, j'étais inexpérimentée, hein, malgré tout, tu vois? J'avais beau avoir été exposée, je l'avais jamais fait, et donc moi, je suis arrivée avec, un peu en mode consultant, tu vois? J'avais un début de proto, j'avais une vision de mon marché, j'avais quelques proof points, tu vois? Qui me disaient: «OK, c'est bon, je vais réussir à le vendre à temps». Et c'est vrai que je me suis heurtée à un marché, je pense du VC qui, déjà était très frileux sur la santé en général, enfin sur le marché, enfin l'industrie VC software. Le digital health, c'était pas quelque chose de très, très développé à l'époque. Et puis, je sais pas, peut-être que c'était la période Covid aussi où les gens étaient un peu plus frileux, je sais pas exactement. Bah non, plutôt pourtant 21, c'était une grosse année. C'est encore l'euphorie 21, ouais. Ouais, c'est encore l'euphorie. Mais donc moi, je pense que j'y suis allée un petit peu, tu vois, un petit peu la bouche en cœur, je pense, en me disant: «Bah, non, mais c'est bon, c'est Fastoche, quoi. cohérent, Mmh. make sense to me, donc je vais aller lever, quelques millions et les gens vont me suivre». Je voulais lever 3 millions au début. Et en fait, voilà, je pense que c'était pas si simple. Je pense qu'en fait, il fallait avoir un certain nombre de, enfin, soit quelque chose qui vraiment était dans les clous de ce que les VC finançaient,
avec des très grands marchés, avec des technologies, tu vois, déjà éprouvées ou un track record personnel peut-être plus significatif. Mais toujours est-il que moi, j'ai pas réussi à convaincre. Heureusement, il y a des gens super bienveillants. Un Vincent Gardès, par exemple, qui est un autre entrepreneur de la santé, qui m'a mis en lien avec le bon business angel. Alain Decombe, faut quand même que je le remercie aujourd'hui parce que c'est quand même lui qui m'a fait mon tour de table sur mon pré-seed en fait. Et voilà. Et j'ai eu des déconvenues parce que grâce à Alain, on a réussi à avoir un certain nombre de BA autour de lui qui ont financé. Et Beaucoup je de devais BA comme avoir ça, un hein, dans fonds. l'ombre, qui font pas de Ouais. bruit et qui vont après dans les tours d'après, vont pas pouvoir suivre parce qu'en plus c'est pas leur rôle et parfois ils ont pas les poches assez profondes, vont se faire diluer et donc ils prennent tous les risques et parfois voilà, bon à l'arrivée, c'est voilà quoi. Ça, c'est un des challenges, hein, du CEO, hein, de réussir à contenter et à être fair avec, tous ces investisseurs, quel que soit le moment où ils ont investi. C'est pas Mmh quelque chose mh. de simple. Non. Voilà, moi j'y ai perdu quelques plumes d'ailleurs. Je trouve que c'est toujours un exercice assez périlleux. Mais toujours est-il que j'ai perdu un VC. J'avais un VC qui devait faire, tu vois, le complément de tour, avec les BA. Et j'avais même reçu la term sheet et puis hop, eh ben non, ça s'est pas fait. Ça pareil à chaque fois, c'était à Noël, tu vois? Tous mes Noëls au début étaient assez catastrophiques. Mais donc voilà. Et j'ai eu la chance que, tu vois, les BA, me fassent enfin toujours confiance, acceptent de faire le tour sans le VC. Donc ça, c'était un assez chouette truc. Et que, ben, mes 2 late founders, donc de Deepak et David, qui devaient arriver juste après cette série, ben, n'aient pas peur quoi, se disent: «Ouais, on y va quand même». Donc ça c'était quand même assez difficile. Et après, tu vois, il y a des gens qui m'ont aidé. Je pense à Sacha Loiseau, je pense à Yann Fleureau. C'est des gens qui m'ont aidé à vraiment comprendre, ce que les VC attendaient et donc à m'aider à préparer aussi correctement, mes idées, à les décrire bien mieux. Quel serait mon go to market, tu vois? Vraiment, je pense que j'avais ça. Et puis j'avais aussi il y a des gens aussi très sympas chez Clipperton qui m'ont aidé. Pareil, c'est le moment un petit peu de rendre à César, mais moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont aidé comme ça, qui m'ont donné de leur temps, gratuitement. Et tu vois, avec Clipperton, ils m'ont fait une relecture de mon deck pour m'expliquer que j'avais pas d'equity story. Et ça, c'était un truc que j'avais jamais expérimenté, tu vois? Je savais pas ce que c'était, comment tu expliques à ton VC, comment est-ce qu'il va faire son x3, x5, entre ce tour-là et le tour d'après? Il faut Et il qu'ils se faut que ça se projettent voit. quoi. Ouais. Ouais, il faut que son Tu leur calcul, racontes une histoire. il Ouais. faut que son calcul financier soit extrêmement clair. Et au-delà même de l'histoire de marché, moi j'étais très, business quoi, mais j'étais pas assez finance. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et grâce encore une fois à la discussion, j'ai passé 1 heure et demie avec Antoine, Clipperton. Et Tu ça a crois que c'est encore changé. valable aujourd'hui ça, Cécile? Toi, ça a fonctionné pour toi, mais Je sais dans sa pas. certaines incertitudes avec post-Covid, les tarifs aujourd'hui de Trump et tout, où on a le mec a de la visibilité ou la fille, hein, évidemment, à 3 ou 6 mois, c'est le roi du pétrole, tu vois? Aujourd'hui, c'est très compliqué, beaucoup de gens, on est tous dans le brouillard. Te dire que tu vas promettre un truc dans 3, 4, 5 ans, bon, en gros, ça engage que ceux qui y croient, tu es d'accord quand même? Ouais, je suis d'accord, mais ça c'est tu vois, c'est pour ça que je te dis il y a un lien avec le conseil. C'est en fait, tu dois faire tes scénarios. Tu dois être capable d'avoir des assumptions. Et que tu dois être capable de challenger toi-même. Tu vas dire: «OK, cette assumption, elle est forte, elle est faible. C'est quoi la sensibilité sur mon modèle? Voilà, si mes prix se cassent la gueule ou si mes prix» tu vois? Ouais. Et ben, c'est quoi l'impact sur mon modèle? Et il faut que tu sois capable de dire: «Eh ben, s'il y a ça qui se passe, eh ben, comment moi je vais réagir? Et Ouais, est-ce que mon mon plan truc, il B, vole?» là, c'est conservateur, mais j'ai ça dans Voilà. ma besace, patati patata. OK. Et c'est un truc que tu fais avec des VC, mais c'est un truc que je fais encore moi avec mon board Samsung, hein. C'est parce que, on l'oublie, mais Samsung a fait un pari en achetant Sanyo. Parce que comme tu l'as très bien dit, on était encore pré-revenus ou quasiment. Et voilà, on a encore, à faire toutes nos preuves et à confirmer notre produit et à confirmer nos parts de marché. Et donc je pense que ce travail-là de savoir se projeter dans l'incertitude avec quelque chose que tu es en train de créer, qui n'est pas encore complètement bulletproof et puis qui est nouveau. Et ben, oui, il faut être capable de je pense être transparent sur les risques, mais tout en faisant rêver sur un potentiel. Et la question c'est, est-ce que tu fais vraiment rêver, sans avoir les sous-jacents, ou est-ce qu'en fait tu as des sous-jacents qui sont crédibles et donc du coup sur lesquels les gens peuvent se positionner? Mmh. Donc ouais, je Avec des pense que dans toutes milestones, les cohérents, quoi. périodes. Ouais. Ouais, je pense que non. Et aussi encore une fois, c'est quoi tes assets?
qu'est-ce qui va faire que toi tu vas y arriver et pas quelqu'un d'autre? Quels sont tes assets en people? Quels sont tes assets en data? Quels sont tes assets financiers? Enfin, sur quoi tu te reposes qui fait que voilà, c'est solide, quoi. Donc Bon donc je et depuis, donc oui, il y a cette rencontre, quasiment dans la foulée de ta série A, en l'été 23. Comment ça va se faire avec Samsung? Pourquoi ils te rachètent pourquoi tu signes avec eux en 1 an après, août, 24? Et comment ça se passe depuis près d'1 an maintenant avec évidemment ce que tu peux me dire? Bien sûr. En run? Bah, écoute, voilà, comme tu l'as dit, c'était une surprise, hein. On s'attendait pas du tout à recevoir, un appel du pied, de Samsung, à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, on n'avait pas encore vraiment, déployé notre produit sur le marché américain, qui est le marché où tout se passe. En fait, dans l'échographie de la santé de la femme, c'est vraiment le marché américain qui est le terrain de jeu de GE et qui définit un peu ce qui se passe dans les géographies. Déjà qui te contacte, qui t'appelle, comment ça se fait? Parce que C'est trop bizarre. Samsung, c'est un énorme conglomérat, donc c'est pas la partie, j'en sais rien, téléviseur ou smartphone. Est-ce Non, que c'est non. le CVC? Est-ce que c'est la division médicale? C'est qui là? Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le CVC par ma banque. C'est trop étrange. J'ai reçu un coup de fil de mon banquier chez BNP qui me dit, voilà, «Il y a un groupe qui voudrait prendre contact avec vous», voilà. Donc c'est extrêmement Incroyable. intermédiaire, OK. donc assez intéressant et puis, mais bon, on était déjà en contact avec Samsung, hein, d'un point de vue, commercial, on va dire. On avait déjà fait un partenariat avec eux en France et puis, on avait déjà rencontré, donc la partie Samsung Healthcare, qui s'appelle Samsung Medicine et qui effectivement, comme tu le dis, hein, c'est la plus petite BU, hein, de tout Samsung Electronics, donc c'est quand même, on est loin des semi-conducteurs et des téléphones, hein. On est vraiment dans une autre, réalité. Mais voilà, donc on les connaissait opérationnellement, mais là, je te dis, je reçois un message assez énigmatique. Moi, j'étais en train de signer ma série A, donc j'étais pas du tout dans ce genre Donc là, tu as de Jean-Michel, banquier à rue Lecourbe à Paris qui t'écrit en disant, «Alors madame voilà, Brosset, j'ai, il y a quelqu'un monsieur, qui veut vous parler. voilà». Et bon bref et donc je me retrouve à parler avec une personne, assez géniale, du justement du capital, comme tu dis de la direction corporate, de Samsung. Il s'appelle Mathieu Apothékar, c'est leur responsable de tout ce qui est donc, fusion-acquisition, sur tout ce qui est non condu no tout ce qui n'est pas semi-conducteur, je crois. Et bref et donc il se trouve que c'est un Français qui vit en Corée, donc ça, je pense que ça fait partie des facteurs clés de succès du deal en soi. Parce que, comme on le sait, ouais, les Coréens et les Français, je pense qu'on est assez différents dans notre culture, notre mode de communication. Et puis voilà, grand groupe start-up, je l'avais déjà dit, de manière très théorique quand j'étais au web, mais là je l'ai vraiment vécu, dans ma chair. On est différents, on pense pas de la même manière, on n'a pas les mêmes horizons de temps, on n'a pas les mêmes KPI, enfin, voilà, on raisonne pas exactement pareil. Et donc du coup, voilà, il y a eu cette prise de contact et en fait, ce que tu fais, logiquement dans ce genre de cas, c'est voilà, tu parles à ton board et moi j'avais un tout nouveau board donc parce que je venais encore une fois de signer ma CA, donc c'était assez difficile. Donc, tu vois, j'ai fait ça de manière un petit peu à tâtons, quoi. J'en ai parlé avec quelques membres de mon board, pour commencer, tu vois? J'avais Sacha Loiseau à mon board qui est un entrepreneur de la medtech, donc c'est vrai que c'était la personne de confiance avec qui, enfin, c'était évident que j'allais l'appeler lui pour lui demander ce que je devais faire entre C'est le guillemets. fondateur de quelle medtech, rappelle-moi? Hem, Sacha? attends mince, T'inquiète, tu t'inquiète, me avance, je vais le trouver mais tout seul. Sacha il est venture partner chez, c'est Mauna Kea, pardon, C'est ça. OK, c'est OK, Mauna OK. Kea et il est venture partner chez Elaya. Oui, OK, OK. Et Très clair. c'est vrai qu'il a été encore une fois, enfin, c'est assez génial d'avoir un entrepreneur à son board parce que, ça donne vraiment un regard très, très différent, des VC. Encore une fois, je pense que chacun a des points très pertinents à faire, mais ça voilà, heu, je pense qu'on a une proximité de pensée, qui fait que ça aide énormément. Et Donc donc là, du tu coup, les voilà. ambiances, ils te disent: «Ça va pas la tête» ou ils te disent: «Bah, évidemment, regardons, la propale, il faut Non, toujours c'est regarder». vraiment ça a été vraiment, non, faut regarder. Faut regarder enfin tous les anciens parce que ce qui était un peu compliqué, c'est que tu avais un peu une asymétrie. Tu avais, bah, CBIV qui est un fonds extraordinaire, je vais en dire 2 mots quand même parce que, c'est un fonds canadien qui est centré sur, la santé, de la femme et de l'enfant avec des femmes, managing
partners qui sont exceptionnels. Et tu vois, je pense que j'avais vraiment très très envie de travailler avec elles. Et donc du coup, moi, ça me freinait aussi. Je me disais, attends, là, elles viennent de mettre. Donc on venait de lever. On a levé combien déjà? Tu vois, ça m'échappe. On a Treize, levé. 14. Ouais, c'est ça. On a levé 13 ou 14 millions. Ouais. Et donc, tu vois, donc nos anciens investisseurs avaient remis au pot, elle a remis au pot, elles ont mis au pot et avec l'IAC. Et donc là, c'est là où tu as les anciens contre les modernes, quoi. C'est vraiment les anciens qui disent faut regarder. Forcément, eux, ils vont faire une plus-value si jamais on cède. Et puis les nouveaux qui disent bah non, moi ça n'a aucun sens. Je viens de mettre de l'argent, il faut pas que je sorte maintenant. Et toi entrepreneur, tu es au milieu et puis t'es pas tout seul parce que tu es CEO, mais tu as aussi tes associés. Et voilà, c'est quelle histoire on a envie d'écrire ensemble. Quelle histoire on a envie d'écrire, où est-ce qu'on en est ce que c'est le bon moment? Et en fait, c'est là où c'est vraiment un process parce que financièrement, même pour les nouveaux entrants, si tu vends très vite, bah oui, alors tu fais pas forcément le multiple que tu voulais, mais ton TRI est quand même intéressant. Et puis c'est aussi, c'est toujours des belles histoires. Exiter une entreprise quand ça va bien, c'est quand même des belles success stories pour les fonds. Donc ça se raconte Les quand même assez bien. les derniers, ils faisaient quand même x2, donc ça se refuse pas en 2023-24. Ouais, 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 non, je pense que il y a eu des belles performances, pour tout le monde, finalement, à la fin de cette histoire. Mais c'est vrai que, heu, on n'était pas prêts, on s'était pas préparé à ça. Ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe et à un moment où, bah, on se sentait aussi en confiance. On a eu plein de bonnes nouvelles juste après la série A. On a eu notre première FDA, clearance sur notre première IA, donc autorisation de vendre sur le marché américain. On a signé notre premier gros client américain. Et donc on s'est dit: «Mais mince, est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux maintenant? Est-ce que c'est pas le mauvais moment parce qu'on est encore en train d'itérer sur le produit? Est-ce qu'on ne doit pas se concentrer sur la croissance?» Et puis il y a un peu le sujet de: «Mais ça se reproduira plus». Tu vois, si on laisse passer ça, on est dans un marché en fait il y a très peu de concurrents en réalité. Tu as LG qui est le leader comme tu l'avais dit, Samsung qui est le challenger et donc qui était l'acquéreur parfait pour nous parce que exactement sur la même trajectoire. Quand on voulait tous les 2 challenger GE, sur un bundle hardware-software. Ils avaient fait beaucoup de progrès en IA. Je pense qu'ils sont en train de enfin, on est en train as a group, tu vois, on est en train de se positionner comme, un des leaders sur ce domaine-là. Je pense qu'on a on a clairement la capacité à aller, plus vite que le leader aujourd'hui. Donc, voilà, c'est l'histoire, elle est quand même assez chouette. Mais moi, j'étais vraiment freinée par: «Est-ce que je vais pas casser la boîte, quoi? Est-ce que je vais pas, voilà, faire fuir tout le monde?» Et puis finalement, comme tout, ça a été un process, ça a été une discussion avec beaucoup de gens, avec d'autres entrepreneurs et avec surtout mes associés. Je pense que c'était une décision collective. C'était: «Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on le fait pas? C'est quoi nos conditions?» Et nos conditions, bah, il y avait une condition de prix et c'est logique, hein, et le board était évidemment, on s'était aligné sur une condition de prix. Mais l'autre point, c'était quand même, le fait qu'il fallait, être indépendant. Être en capacité d'exécuter notre vision, parce qu'on était encore une fois très tôt dans la vie de l'entreprise. Donc cette indépendance, elle était absolument, Rester nécessaire. indépendant post-exit. Post-exit, Ouais. c'est-à-dire en C'est fait, pas trop dans la culture des asiatiques, coréens ou japonais, en particulier. non, je pense qu'effectivement c'était difficile pour eux, même si, en fait, ils avaient jamais acheté des boîtes, aussi jeunes. C'était pas du tout dans leurs habitudes. Et c'est là encore une fois où il y a eu oui, ça a pris un an, mais il a fallu toutes ces discussions, il a fallu Oui, c'est toutes ces remonté rencontres. très haut aussi chez eux, au niveau national et même chez nous. Il a fallu des validations, des tampons parce que c'était stratégique, Alors quoi. ça, c'est encore un autre truc. Ça, c'est encore un autre truc. Il se trouve que, chez nous, maintenant, on peut pas, effectivement céder une entreprise française à un acquéreur étranger sans que ce soit validé par Bercy et qu'on vérifie les conditions. Mais
quelque part, c'était bien parce que ça a cranté aussi un certain nombre de choses que de toute façon nous on voulait. C'est-à-dire qu'on voulait garder la R&D en France, on voulait s'assurer que voilà la propriété intellectuelle allait rester. Et tu sais, nous on est issus entre guillemets de la recherche publique, hein, puisque on est issus de Polytechnique et Necker. Donc en fait tout ça est absolument logique. Et moi en plus en tant qu'ancienne BPI France, enfin c'était impensable pour moi de faire une transaction qui ne serait pas entre guillemets profitable aussi pour l'État français qui nous avait et l'Europe qui nous avait extrêmement soutenus jusqu'à présent, tu vois. Donc on n'aurait pas pu créer Sonio sans BPI France et sans l'Europe. Enfin, on n'avait pas l'argent. Donc je pense que cette transaction, elle me faisait peur parce que j'avais vu, lu, entendu trop d'histoires d'entrepreneurs qui me disent: «Le M&A ça marche pas, ça casse les boîtes et tu peux pas continuer ton histoire à l'intérieur du groupe». Puis j'avais eu quelques histoires, tu vois? Je pense toujours à Céline Lazorte, je sais pas si tu te rappelles Mangopé, Bien sûr, heu, 2015, ouais, ouais, la sortie, voilà Crédit Mutuel. et Ronan Lemoyle, c'est ça? Voilà, avec qui j'avais pas mal échangé à l'époque de BPI et tu vois? En fait, je savais, il y a certaines personnes qui sont capables, de gérer des acquisitions, correctement. Et donc moi, j'ai un peu nourri cet espoir-là, pendant toutes les discussions, avec Samsung et je pense qu'on bâtit une relation là, qui est qualitative. Alors, juste après, on va dire la période de, juste post-tac a été très difficile, a été très intense parce qu'en fait, tu vois, there's just so much you can say, pendant, le process de due deal et je pense que, heu, une fois que tu es dans la vraie vie et que tu commences à faire, tes boards et à travailler, voilà, il y a des choses qui sont, que tu découvres ou on va dire que l'alignement n'était pas aussi fort que ce que tu croyais et c'est normal. Mais pour autant, voilà, j'ai l'impression que là, on est quand même, c'est quand même un succès. C'est-à-dire, je pense qu'on là, on continue à grandir. On vient d'avoir une nouvelle FDA clearance sur, notre dernière IA qui vraiment est sur la détection de malformations. On vient de signer, un énorme client aux États-Unis, et voilà il y a pas encore de lien avec, tu vois, les ventes de machines. C'est vraiment Sogneux qui vend. Mais évidemment, il y a des projets de synergie qui vont faire qu'on va réussir à vendre mieux ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'on peut écrire quelque chose qui fonctionne, mais on est passé par un processus d'alignement et de définition un petit peu de la gouvernance, de redéfinition de la gouvernance et de réexplication de ce qu'on faisait et de pourquoi il fallait le faire comme ça qui était difficile. Bon, tu es restée indépendante, on l'a compris, même si évidemment tu as perdu, forcément une partie de ta liberté. C'est le jeu, on peut pas tout C'est avoir, le jeu. C'est le jeu. et tu as signé pour ça. Tu as signé pour combien de temps d'ailleurs? 2 ans, 3 ans? J'ai un Alors accord sur moi combien de j'ai temps? bon, je pense que ça fait partie des choses un petit peu difficiles à totalement dévoiler, mais moi je peux le dire, je n'ai pas de clause de rétention. Donc Je ne suis tu peux partir, pas, demain bloquée comme comme on état dit. dans 5 ans. OK, Voilà, super. je peux partir quand je veux, Bah, magnifique. mais ce que je trouve intéressant, c'est que du coup voilà, je suis libre, et je suis responsable aussi. C'est comme ça que Tu je as le ci je le tu vois. as cité, tu vois, Cécile, Lazare qui avait vendu Litchi effectivement il y a 10 ans, pour 2 fois moins que ce que tu as fait toi avec Samsung. Alors c'était une autre époque et cetera, mais malheureusement, il y a très peu de femmes en fait qui ont fait ça, des beaux exits. Moi je suis peut-être que je dois une Ah main regarde, il suffirait y a il y a largement. Rachel Delacour aussi, Rachel, merci, et tu on va vois? essayer tous les 2, tu vois? On va essayer de remplir la Quand main, on cherche, on en trouve. tu vois? Oui, on va en trouver, mais on va pas en trouver beaucoup. Et qu'est-ce Mmh. que ça te comment tu le vis toi ça? Même si évidemment l'idée c'est pas d'en faire un Écoute, étendard, mais non, mais je pense c'est important, qu'effectivement, c'est important. j'y pense beaucoup. Je pense que ça joue énormément, sur, ton équipe. Je pense quand tu es une femme CEO, en fait, tu inspires des gens dans ton équipe, tu inspires des gens, à l'extérieur et cette réussite, je pense qu'il faut que j'arrive à le dire, cette réussite d'avoir passé un peu tous ces jalons, un peu
classique de l'entrepreneuriat et d'arriver jusqu'à l'exit, oui, j'en suis fière pour moi, j'en suis fière pour l'équipe et j'en suis fière pour, ce que ça peut inspirer, pour les gens que ça peut inspirer, en dehors. Oui, moi j'ai toujours cherché des rôles modèles, j'ai toujours cherché des gens, et tu vois, Yann Fleurot qui avait vendu Cardiologues à Philips, a été un rôle modèle pour moi et il m'a beaucoup accompagnée et je le remercie pour ça. Hem et j'ai tu vois, il y a d'autres personnes qui m'ont beaucoup inspirée aussi dans la capacité aussi à gérer l'équilibre parce que moi j'ai 3 enfants, hein, donc je suis pas j'ai aussi du Bravo, taf à la maison. bravo. Merci. Et tu vois, et tu vois, je trouve qu'il y a des gens aussi que tu rencontres un petit peu sur ton parcours et je pense à, Amélie Faure, je sais pas si tu vois qui c'est? Alors, je me souviens plus le nom de sa boîte, mais bon, elle avait monté une boîte de SaaS, il y a quelques années, il y a sûrement maintenant plus de 10 ans, mais et elle était devenue operating partner, chez Serena, je crois. Et heu et j'avais pas mal tchatché avec elle et je sais que voilà, elle a beaucoup travaillé aussi, sur sa boîte, mais aussi, pour sa famille. Elle était très impliquée aussi dans des associations diverses et variées. Voilà, donc en fait, il y a des gens qui sont peut-être moins visibles, parce que justement, ben, ils organisent leur temps, pour être, aussi actifs, dans leur cercle, tu vois, privé et autour d'eux, mais qui sont des gens formidables et qui te montrent que c'est possible. Et tu vois, il y a quelques personnes comme ça, moi, sur mon chemin, qui m'ont dit: «Mais si c'est possible». Je te dis Vincent Gardès, c'est marrant, c'est cet entrepreneur qui a, en santé qui m'a dit: «Mais bien sûr que si, tu peux monter ta boîte, il y a pas de souci, vas-y, C'est fais-le». marrant. Bon, Et désolé pour tout ce name dropping, hein, si vous les connaissez pas, pardon, c'est pas excusez-moi, mais je pense que dramatique. Non, c'est t'excuses pas, important, je t'excuses pas. pense de dire que, je pense que ce qui est important, c'est de dire il y a des rencontres qui font que tu crées un peu ta confiance et tu te dis: «Oui, je suis capable de». Par exemple, à un autre moment, parce que je pense que nous, peut-être c'est un petit peu un truc générique, mais on se dit toujours les femmes, elles ont moins confiance en elles, voilà, je sais pas d'où ça vient, sociétal, peut-être, je sais pas. Mais toujours est-il qu'en tout cas moi, je pense que j'ai eu Le des moments de syndrome de doute. l'imposteur. Je te rassure, il y a plein d'hommes qui l'ont aussi, hein. Oui, je pense que Mmh. c'est assez finalement c'est plutôt généralisé. Mais tu vois et j'avais fait tu sais, moi je prends tout ce qui m'est offert. Je prends tous les coachings, toutes les aides, tous les groupes parce que je trouve qu'en fait c'est là où tu apprends, c'est là où tu trouves du support dans ces moments de doute et je me demandais à un moment si je devais pas prendre quelqu'un pour être président de mon board. Parce que, je me dis: «Bon, est-ce que vraiment je sais le faire? Est-ce que vraiment j'arriverai pas mieux à lever des fonds?» Tu vois, c'est dans un de ces groupes, là, c'était dans le truc de Station F, Femtech là, où on me dit: «Mais non, non, pas du tout, il faut se sentir capable parce qu'en fait, c'est toi qui dirige ta boîte, c'est toi qui sais, et il faut avoir cette confiance-là en toi». Et voilà, je pense que tous ces gens que tu rencontres au fil du temps ils t'expliquent que c'est possible et mon voilà, moi je suis Allez-y, très quoi. fière de ce. Allez-y, jetez-vous à l'eau et c'est en le faisant que vous allez apprendre, quoi. Sinon, vous serez jamais prêt, Ben, quoi. ouais, enfin, je pense que comme tu disais, si c'est un truc que tu as au fond de toi, que tu le sens, faut y aller. Après, faut travailler, faut s'entourer. Il faut aussi, faire les choses, correctement. Mais oui, je pense qu'il faut, en tout cas, il faut, je pense, lutter contre la peur par, aller chercher le sparring partner dont tu as besoin au moment où tu en as besoin pour te renvoyer cette confiance ou cette expertise ou tu vois, whatever you need. Il reste 90 secondes, Cécile, donc réponse courte si tu le veux bien. Meilleur, et pire souvenir chez Sonio en 4 ans? Meilleur souvenir chez Sonio, c'est marrant, je vais dire un truc débile, mais je crois que c'est justement, une session de coaching, que j'ai fait avec mes associés, où on a commencé à parler de nous, de manière assez profonde et en fait, j'ai découvert des choses sur mes associés, que j'aurais même pas soupçonnées et tu vois, j'en garde encore une assez forte émotion. Donc je pense Bah, que je c'est vais pas dire ça. débile du coup, c'est important. Et le moins C'est bon alors, assez c'est quoi? c'est un moment un peu perso, mais ça fait partie de Sogno. Le moins bon? Le moins bon, je crois que c'est vraiment ces moments c'est ces moments de galère de levée de fonds où tu te Ouais. dis: «Ah, j'ai raté, j'ai plus d'argent, heu, je vais devoir fermer boutique» et l'énorme solitude de ce moment-là, voilà, je dirais ça. Tu été à combien de semaines, combien de mois de fermer boutique? Je crois qu'on était à 3 mois au pire. OK. Bon, bah, voilà, donc tous ceux qui sont à moins de 100 jours, ça peut finir
par un exit à 9 chiffres, ouais, 8 chiffres, je sais plus. Beaucoup. La Voilà. chose dont tu es le plus fier? Oh bah, la chose dont je suis le plus fier, c'est l'équipe qu'on a montée. C'est vraiment, cette dynamique, ces gens qui se sont surpassés en fait, hein, au jour le jour pour créer quelque chose from scratch. Un Donc il truc y que tu a referais un pas important ou que tu potentiel. referais différemment? Ce serait quoi? Un truc que je referais pas, que je referais différemment, je pense que, heu, c'est plus lié à l'organisation de mon temps. Je pense qu'il y a des moments où je me suis trop cramée, j'ai trop donné et qu'en fait, c'est ces moments-là où en fait, faut sortir le nez du guidon et il faut respirer et regarder les choses autrement. Donc Faire attention à soi, quoi. ouais, je pense. OK, et 2 personnes ou au moins une que je dois inviter sur ce podcast? Bah, je vais prêcher pour ma paroisse, de de la santé. Je pense que tu pourrais inviter Amaury, Surana, je sais pas si de Rive, une medtech à Boston. Donc c'est mon pote de coworking, On n'a rien dit qui des US et de Boston, mais c'est bien, ça change. bah, ouais. J'ai fait 3-4 entrepreneurs à la suite qui étaient aux US, à San Francisco, New York et toi à Boston. On n'a rien dit, mais c'est pas grave. On refera un C'est épisode, pas grave, prochaine fois. on refera et après tu peux inviter Fanny aussi de Prima, je sais pas si tu la connais, qui justement va bientôt, je l'espère déménager aux États-Unis, donc tu pourras parler US avec elle. OK, je crois que tu pas la première à me la citer, mais non, elle est pas venue encore. Super, bah, bravo encore, hein, Cécile, et donc longue vie à Sonio alors, parce que j'ai compris que c'était pas fini, hein. C'est encore, c'est work in progress là. Absolument, on continue, on keep pushing. À très bientôt. Merci à Merci toi. Sébastien.